Bon, je vais me présenter rapidement, mais je pense que à peu près tout le monde me connaît. Donc Florent Gentric, je suis le CTO chez Hoster. Je m'occupe principalement des projets de recherche et développement et la vision un petit peu technologique de l'entreprise. Et bien évidemment, le sujet du jour est particulièrement technologique. Et donc on rentre en plein dans le cycle de recherche, dans le cycle de mise en test et de mise à disposition de ressources, etc. au sein de l'IA. Cycle particulièrement intense dans le monde de l'IA. J'en parlais avec je sais plus qui d'entre vous tout à l'heure. Si c'était avec vous. Où j'en discutais avec des prospects et on avait le même sentiment de burn-out informationnel en ce moment sur l'IA. Tellement les informations changent de jour en jour et vont à une vitesse folle. Avec, on a l'impression, une révolution à peu près tous les 3 jours. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire, on vous l'annonce comme ça. Alors, il y a beaucoup de bullshit média autour de tout ça. Il y a aussi beaucoup de « Ouah, c'est incroyable ce nouveau truc » qui a en fait 2 ans. Mais malgré tout, c'est un peu une jungle aujourd'hui. On va dire notre credo, c'est pas mal trouvé ça, notre credo c'est justement de faire ce débroussaillage un peu pour nos clients, aller à la simplicité des choses et de leur offrir quelque chose, une réponse technique dans les solutions Hyperg, puisque c'est notre métier hein, principalement, donc de l'intégration, etc., pour aller répondre à ces enjeux et leur permettre, par rapport à ce que disait Excellaria sur la démarche intellectuelle qui est qu'on doit mettre en place au sein d'un projet d'IA, mais aussi d'avoir toutes ces technologies prêtes à l'emploi derrière, parce que même quand on va, ne serait-ce que comme c'était expliqué, devoir faire des proof of concept de tout ça, la technologie qui est derrière cette technologie-là demande quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser tous les jours en termes technologiques. Impeccable. On est parti, on est live. Donc voilà. L'enjeu pour Hoster, c'était de trouver sa place dans cet univers. Je pense que c'est super important pour un hébergeur de comprendre qu'est-ce qu'il doit apporter à ses clients comme réponse, où il doit s'arrêter, parce que on n'est pas OpenAI ou on n'est pas Anthropic. On n'a pas cette vocation-là. Et comment on peut répondre aux besoins, aux vrais use cases des clients qui arrivent avec des cas d'usage réel. On va en voir un petit peu de qu'est-ce qui nous a été proposé, etc. Les mettre face aussi à la réalité technique du moment. Et tout en répondant au mieux avec des produits qui sont formalisés pour ça. Et bien évidemment, en ingérant la totalité de la technologie qui est mise en œuvre sur ces plateformes-là, qui n'est pas obligatoirement, pas standard, mais dans les usages communs d'un hébergeur. Donc on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est justement l'approche d'un hébergeur au sein de l'IA, où il doit se positionner. Nous, on a fait un choix tranché, qui est de dire on n'a aucune capacité intellectuelle ou technique, ou même scientifique, à générer des modèles. Ce n'est pas notre métier du tout. Donc on peut faire ce choix de dire on devient une autre entreprise, on devient OpenAI, bon, OpenAI c'est un peu le voilà, mais ou même Microsoft, on peut prendre le cas de Microsoft, et on se dit nous on est capable d'assumer le fait de créer un grand modèle de langage comme on en voit partout, comme l'a fait Mistral par exemple. Mais ça veut dire qu'en fait, on part avec une équipe neuve. Parce qu'à l'intérieur d'Hoster, on n'a pas des compétences en mathématiques, des doctorants scientifiques qui travaillent dans la donnée, etc. pour faire ça. Ou même, ne serait-ce que les moyens de le faire. Donc, on a choisi d'attaquer un point complètement différent, où là, on a beaucoup plus de compétences. Le métier d'un hébergeur aujourd'hui, c'est avant tout d'être un intégrateur de solutions technologiques qui demandent des ressources qui sont au-delà du Smart Office ou des choses comme ça. C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas au bureau,
Nous, on peut vous l'apporter en tant qu'hébergeur, bien évidemment, avec des coûts intéressants, puisqu'on va mutualiser les ressources électriques, on va mutualiser les ressources de sécurité, la compétence au niveau des ingénieurs, etc., etc. Donc, on a choisi d'attaquer ce pan-là par le phénomène de l'agentique. Pour parler un peu rapidement du phénomène de l'agentique, parce qu'on a pris un peu de retard, je vais accélérer. L'agentique, c'est avec de l'IA, quelle qu'elle soit, d'arriver à valider un process métier bien défini. Alors bien sûr, ça va passer par le fait qu'on va choisir différentes briques standardisées d'une application normale, mais aussi rajouter des briques d'IA, quels que soient ces modèles d'IA. Comment nous, en tant qu'hébergeur, on doit répondre à ça? C'est simple, c'est de fournir un produit qui va comprendre ces enjeux-là et qui va rapidement répondre à la mise en service de ces fameux workflows agentiques qu'on va voir un petit peu par là. On va revenir sur ça. Et voilà, on va détailler tout ça. Alors j'ai perdu un peu le fil parce que voilà, mais voilà. Donc en gros, on a choisi ce pan-là. Qu'est-ce que c'est réellement l'agentique? Alors j'ai fait une comparaison avec l'IA générative, mais Excellaria a fait un travail de fond déjà incroyable, donc on va passer ça, parce que vous savez tous ce que c'est la générative IA aujourd'hui, vous l'utilisez sûrement, et ne vous cachez pas, on vous voit tous aujourd'hui à travers différents chatbots et autres copilots, etc. Des grands modèles de langage qui vous permettent de générer différentes choses. Alors ça peut être de l'image, ça peut être du texte et ça peut être de la vidéo maintenant, de la musique. C'est un truc de fou, on fait de tout. Et donc on est vraiment dans l'IA générative. On a vu, tu as montré plusieurs autres types de modèles, la prédiction, etc. Nous on fait pas ça. C'est pas notre métier et ça le sera sûrement jamais. Par contre, l'IA agentique, c'est pas une technologie, c'est un concept. En gros, le but, c'est de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à une problématique, lors des différents use cases qu'on a là. Qu'est-ce qu'on doit agréger comme type de technologie pour arriver à obtenir quelque chose d'utile pour l'entreprise. On va voir différents types de use cases qu'on a sur le papier qu'on a en réflexion aujourd'hui par des demandes de prospects ou de clients d'ailleurs. Truc très simple, un chatbot qui va nous permettre de faire du résumé d'une conversation, que ce soit textuel ou que ce soit vocal, etc. Donc ça, on est vraiment sur le côté aussi support client avec une capacité à avoir un agent qui va répondre à des problématiques, que ce soit financières, que ce soit techniques, etc. Basé sur différentes technologies, on va découper un peu tout ça. La partie marketing aussi, on va avoir là pour le coup vraiment de l'IA générative qui va vous permettre de générer des offres promotionnelles, de faire tout un discours, répondre à des mails spécialisés, etc. etc. On va avoir dans la santé, alors ça c'est notre grande cause à nous, c'est travailler de plus en plus dans ces secteurs-là, puisqu'on est HDS comme vous le savez tous, ou peut-être pas, mais voilà. Et donc on a plein de choses. D'ailleurs, on travaille sur un très grand projet qui s'appelle Plicia et qui intervient dans la mise en service du dossier numérique des patients, avec justement un enrichissement des outils technologiques pour les médecins qui vont faire par exemple du pré-diagnostic, qui vont faire c'est très ouvert, c'est une plateforme très ouverte, donc j'ai pas encore tous les use cases, mais en gros c'est de dire ok, on va apporter de l'aide aux médecins pour travailler plus vite, et ça va être autant côté médecine pure que côté tout ce qui va être gestion des papiers, administratifs, prise de rendez-vous, etc., etc. Donc ça, c'est un gros projet sur lequel on travaille avec différents partenaires et qui est super intéressant et très porteur pour nous. Gestion de contenu. Alors ça, c'est aussi un projet très intéressant. On fait de la conformité de pièces, vous savez, des permis de conduire, des fiches de salaire et des choses comme ça. On va faire de la conformité dans des applications de métier de saisie où on a besoin de valider votre identité, de valider que les données que vous donnez, les données que vous téléchargez dans l'application, elles soient valables et vous n'avez pas fait une erreur, qu'elles soient lisibles, ne serait-ce que ça. Et on va utiliser justement ici des modèles d'intelligence artificielle pour
accélérer tout ça et donner aux conseillers une capacité d'être super réactif en termes pour passer de l'étape 1 où la personne elle vient créer un compte chez vous, et l'étape 2 où ça y est, vous pouvez vraiment lui vendre du service. Et la partie ressources humaines, où on fait, aujourd'hui avec un client, on va faire de l'analyse de CV et on va le moteur d'intelligence artificielle lui va proposer les meilleurs profils aux meilleures demandes de services. Donc vous avez plusieurs profils avec des disponibilités différentes, etc. Et là, ça va arriver en disant, ben voilà, le meilleur profil pour cette demande qu'on a d'un client, ça va être ce profil-là. Donc pour faire tout ça, en fait, nous, on ne crée pas de modèle d'intelligence artificielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des modèles qui existent déjà, ou des modèles qui sont conçus par des entreprises qui sont capables de le faire, comme Excenaria par exemple, et on va fournir une plateforme de service. On va aller rapidement dans ce cas-là. C'était un petit use case sur la partie speeching que vous connaissez sûrement. Teams le fait, Slack le fait, etc. C'est pour vous expliquer un petit peu l'agentique. En gros, c'est un workflow. Hein. On va avoir une conversation dans un meeting à distance avec plusieurs intervenants. Ces intervenants ont un discours complet. L'intelligence artificielle, donc il y a un moteur en fait qui va capturer tout ce qui est dit dans cette conversation. Il y a un moteur d'intelligence artificielle qui va convertir tout ça en texte, en sachant que tel intervenant il s'appelle comme ça, tel intervenant il s'appelle comme ça, en reconnaissant les voix. On va bien évidemment faire de la métadonnée là-dessus, parce qu'il y aura peut-être une nouvelle conversation demain, et donc on n'a pas besoin de redemander le nom des gens par rapport aux voix, donc on va garder la signature des voix, on va dire cette personne elle s'appelle comme ça, si tu retrouves la même signature vocale, ce sera la même personne, donc le prochain meeting dans lequel tu vas faire du résumé, tu vas directement proposer que c'est cette personne-là, etc. Donc enrichissement de la donnée. Derrière, on va créer donc un résumé complet de la conversation avec les tâches à faire, comment a été fait la planification de telle tâche, quelles sont les conclusions de ce meeting, etc. Et on va repasser par un moteur d'intelligence artificielle qui lui va faire de la traduction, un agent tout simple, parce que en fait les interlocuteurs, eux, ils sont pas de la même. Ils ont fait on va dire un meeting en anglais parce que c'est un peu la langue commune. Et par contre, on va leur donner un résumé dans leur langue natale pour que tout le monde ait bien compris l'enjeu et que tout le monde ait bien le résumé normal. Donc ça, typiquement, c'est un workflow. On est vraiment dans ce qu'on peut faire de plus simple dans l'agentique, c'est-à-dire on va faire de la capture de données, on va faire du traitement de cette donnée, l'analyse de cette donnée, et on va faire ensuite du réenrichissement par le fait de dire on reconnaît la voix, etc., etc. Donc, pour arriver à répondre à ces enjeux, comment doit se placer une entreprise comme Hoster, qui, je rappelle, est un hébergeur? En fait, on a besoin de fournir aux clients une plateforme capable de répondre aux enjeux multiservices, multimodèles bien évidemment, et alors multi-instance. Alors on verra ce que ça veut dire multi-instance. Mais en gros multiservice et multimodèle. C'est-à-dire en gros des briques qu'on va pouvoir associer les unes aux autres pour créer ce workflow et le mettre en application au sein d'une DSI, au sein d'un service web, même d'une boutique d'e-commerce, etc., etc. On va passer sur celui-là, on reviendra après, parce que comme on a eu un peu de décalage. Donc notre réponse à tout ça, et la façon dont on a imaginé la solution, c'est à travers une plateforme qu'on a nommée iFlow. Cette plateforme, en fait, va permettre d'offrir aux utilisateurs 3 modules. Alors on va les décrire après. Mais notamment un écosystème en fait déjà existant, évolutif, de briques fondamentales. Alors ça peut être des briques de tout type, on ne parle pas que d'IA, qu'on va pouvoir agréger au sein d'une plateforme unifiée avec des ressources dédiées, toujours notre credo, gouvernance de la donnée. Vous venez chez Hoster, vous savez pourquoi vous venez chez Hoster. C'est pas pour être sur une infrastructure dont vous ne maîtrisez pas les bornes physiques et financière, et de pouvoir créer la totalité ou partiellement les briques que vous avez besoin pour déployer votre application métier, donc le fameux modèle agentique, au sein de vos services divers et variés. Donc on veut une plateforme réellement simple, c'est-à-dire qu'on veut enlever la complexité d'utilisation des modèles d'intelligence artificielle du moment et du futur. On veut une plateforme qui soit performante.
on implémente, on verra par la suite, différentes couches technologiques afin de garantir cette performance. On veut une plateforme indépendante, ça c'est le plus important. Cette plateforme ne parle pas de mettre en service des API de type OpenAI, Anthropic ou autre, même si on pourrait mixer en cas de besoin particulier. Mais avant tout, on veut s'appuyer sur des modèles qui soient exécutés dans nos data centers, pour nos clients sur des instances GPU qui vont être réservées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shared memory, des choses comme ça. On ne va pas rentrer trop dans la technique, je sais que ce n'est pas la journée pour ça particulièrement. Mais, et donc, évolutive. Pourquoi évolutive? Parce que, comme je vous ai dit, on est en plein rush total de l'intelligence artificielle et il nous arrive, nous, avec les équipes techniques, de travailler sur un build de modèle à mettre à disposition un jour et le lendemain, le modèle est obsolète. Mais je parle d'obsolescence. Ça n'existe pas. Enfin, on est dans l'univers de l'informatique est déjà un univers qui va à 200 000 à l'heure. Et ça depuis le début. Mais là, aujourd'hui, c'est encore multiplié par 100 ou 200. Donc, évolutive. Pour répondre à cet enjeu-là, on a choisi une architecture moderne qu'on maîtrise parfaitement, qui est Kubernetes. Même si vous, en fait, en tant que client de la plateforme iFlow, vous n'avez pas directement besoin d'interagir avec cette plateforme qui est assez technique, mais on a choisi ça parce que on veut mettre en avant, et c'est pour ça que j'en parle, on veut mettre en avant le fait que on est dans les technologies du moment, on est sur du microservice, de la mise à disposition, de la résilience, de la performance, avec les meilleures technologies du moment, etc., etc. Donc on a tablé là-dessus pour répondre justement à tous ces enjeux, d'accord ? On a créé dans cette plateforme 3 grands modules applicatifs qui répondent à des besoins très très différents. Le premier, c'est le module AISaaS. Alors qu'est-ce que c'est AISaaS? En fait, AISaaS, c'est une plateforme API mutualisée de modèles standards. Il y a une liste de modèles à disposition qui est facturée au token, comme le fait Anthropic, OpenAI, etc. Donc un modèle de facturation très clair et très lisible pour tout le monde, et qui va répondre à des petits besoins de LLM ou de computer vision et des choses comme ça. On est sur un modèle, en fait, on va pas se mentir, on a implémenté ce module-là parce qu'on a des besoins de ce type-là, mais surtout parce qu'on a besoin d'être comparé aussi, malheureusement. Enfin, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. Notre innovation un petit peu sur ce point-là, et ça on va le mettre en avant, c'est qu'on arrive à des modèles très low cost et très peu énergivores. On a build, et on est assez fiers de le dire, les ingénieurs sont là pour en parler, on a build un cluster basé sur des puces M4 Apple, pour faire tourner ce modèle-là, mutualisé, qui donc permettent de réduire énormément les coûts d'usage. Pourtant, on a quand même des performances, c'est tout à fait viable et tout à fait utilisable. On a aussi une empreinte énergétique qui est divisée par 10 par rapport à des puces NVIDIA. Voilà un peu l'innovation dans ce secteur-là. Donc ça se comporte comment? Ça se comporte comme n'importe quelle application du moment basée sur des standards API de OpenAI. Vous discutez avec votre modèle de la même façon que vous discuteriez en API, je parle bien, avec un modèle de type Claude ou de type ChatGPT ou O2 et des choses comme ça. Ça reste du très simple et très basique. Le but, c'est de remplir des petits besoins. Et il y a des use cases. Aujourd'hui, on voit dans plein de use cases clients, on va avoir des choses très complexes, très pensées, très réfléchies. Et on va avoir des use cases. Là-dedans, une partie de use case qui est très basique. Et en fait, le but, c'est d'apporter la meilleure réponse au meilleur endroit. Et c'est pour ça, l'esprit agentique, c'est de dire, OK, on pourrait avoir un super modèle qui tourne sur des grosses H100 de fou, qui va consommer énormément d'énergie, et qui va répondre à un besoin particulier, et on va essayer de tout mettre dedans. Mais en fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être qu'on va dire, OK, on a un modèle particulier qui demande des ressources particulières, on va sizer ça, d'où l'utilisation de Kubernetes qui nous permet de sizer très précisément les ressources qu'on a mises à disposition pour tel use case. Et à côté, on va avoir des micro-agents qui vont répondre à des micro-besoins et dont on va peut-être utiliser ce genre de technologie pour y répondre. D'un coup, on va baisser les tarifs de la totalité. On va avoir des performances plus intéressantes puisqu'on va mettre là où c'est besoin, on a le meilleur besoin de performance où il faut, et on va utiliser des choses tout à fait fiables pour répondre à des petits besoins qui pourraient venir un petit peu générer de la latence sur les gros modèles ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues en faisant des tests, en ayant des use cases, etc. Le deuxième module, c'est ML Workbench. Alors ça parle à
un autre public que les gens qui vont faire de l'agentique, et plutôt le public scientifique. En gros, c'est tout un espace d'outils qui va vous permettre de faire du machine learning avec différents outils du marché, des Jupyter Lab, etc., qui est mis à disposition pour aller construire les modèles, stocker de la donnée, l'analyser, faire vos tests et vos scripts statistiques, etc., autour de différentes technologies comme PyTorch, comme TensorFlow et des choses comme ça. Alors on est un peu plus dans la technique, mais ça parle à un autre public. C'est un module qu'on met particulièrement dans la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la plateforme Plicia, qui permet de faire du dossier passant numérique, où là on a des scientifiques qui viennent créer leurs modèles avec leurs données, que ce soit de la vision, que ce soit des données textuelles, etc. Ils vont créer leurs modèles grâce à ces outils-là. Ils vont venir les entraîner. Alors c'est pas sur la même plateforme que celle-là, c'est des plateformes privées parce que c'est des plateformes HDS, mais on a le même concept applicatif. Donc voilà, ça sert à cette partie-là. Et le dernier module qui est, à mon sens, le plus important et le plus dans l'esprit agentique, c'est Inference App. Donc ce module-là, c'est vraiment le module qui permet de builder son agentique au complet. C'est-à-dire qu'on va au-delà même des modèles. On va pouvoir builder des services centraux type base de données relationnelles, services web, etc., etc. Et en même temps, aller provisionner des modèles d'intelligence artificielle qui soient du marché. On donne des briques fondamentales très simples à implémenter. En 2 clics, vous avez implémenté un Mistral Large sur une L40. Vous n'avez même pas vu qu'il y avait toute cette technologie à mettre en œuvre derrière. Et vous avez accès à une API sur un GPU dédié que vous payez à l'usage et qui est disponible pour vous pour faire vos implémentations. Mais en même temps, vous allez pouvoir déployer derrière devant une interface, vous allez pouvoir déployer une base de données pour gérer simplement les données métiers de votre application. On a la possibilité de faire du full chain, où on a la possibilité d'apporter des briques fondamentales que vous pouvez rajouter dans votre SI à disposition. Bien sûr, tout cela se fait au sein de cette même plateforme, et on a une capacité pour des gros projets de dériver ça sur des plateformes complètement privées, c'est-à-dire même chez vous si vous voulez. Donc on va déporter la partie logicielle, la déployer, tous nos agents, etc., pour vous donner la latitude de déployer directement sur, par exemple, on a des cabinets qui nous demandent, voilà, on a nos data centers avec nos ressources, on veut juste les piloter plus facilement. Et bien on peut déployer et porter cette technologie là-dedans. Donc voilà, 3 modules, AI SaaS, plateforme mutuelle, API mutuelle, low cost, basée sur des technologies M4, mais pas que. ML Workbench pour les scientifiques et Inference App pour tout ce qui va être partie agentique. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, on est basé sur différents types de technologies. Bien sûr, on fait de l'implémentation à 80% NVIDIA aujourd'hui. Ce sont les leaders. C'est ceux qui fournissent pas obligatoirement les meilleures puces, mais c'est ceux qui fournissent les meilleurs kits de productifs, de mise en service de tout ce qui est engine. Donc on a besoin, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais on a besoin d'une profondeur au niveau des fondeurs de puces pour avoir des outils, des SDK, des choses comme ça, pour pouvoir mettre à disposition ces ressources aux gens qui en ont besoin. Et pour l'instant, c'est quand même les leaders là-dedans. Même si nous, on n'est pas focalisé sur eux, on n'a absolument pas de partenariat avec eux particulièrement. Et ce qu'on veut justement, c'est aller dans la diversité. Donc on fait des recherches côté AMD qui ont des bonnes plateformes aussi. Comme je vous disais, on a un peu innové sur nos puces M4 sur des besoins très spécifiques et on travaille avec Huawei pour tout ce qui va être DPU, on va le voir un petit peu après particulièrement, et tout ce qui va être le stockage. On a la capacité d'aller provisionner des ressources particulières pour les clients sur différents types de schémas de facturation. Comme je vous disais, on fait de la facturation à l'usage, mais on fait aussi de la facturation forfaitaire, comme on le fait toujours. Donc c'est des discussions commerciales qu'on a avec nos clients. Comment on peut faire pour rentabiliser tel type de plateforme un peu lourde sur 3 ans, etc., etc. C'est des choses qu'on est capable de faire au sein même de la plateforme. Donc n'hésitez pas à nous demander. La plateforme est disponible en France et en Suisse aujourd'hui. Et géré de façon globale. C'est-à-dire qu'on a même une capacité de basculer, etc., avec toutes les technologies que Hoster maîtrise et vend à ses clients, notamment les plateformes de PCA, les plateformes protégées. On est partenaire avec Cloudflare pour les protections de tous les endpoints qui sont mis à disposition. Dès que vous avez un endpoint client qui est mis à disposition, c'est du Cloudflare devant. Vous avez déjà une protection anti-DDoS, une protection anti-bot. Vous avez déjà tout ça qui est fourni dans le service. Mais on pourra en parler en one-to-one sans problème sur toute cette partie technologique. Je ne vais pas trop aller dedans. Je ne sais pas à combien je suis à peu près. C'est bon ? Ok, je reprends mon souffle alors.
Huawei qui nous accompagne avec ça, sur toutes ces technologies-là, avec lesquelles on a une capacité de parler de plein de choses. Sur la partie stockage, donc la partie ML, Data Lake, avec leur plateforme de stockage Pacific, qui nous permettent de fonctionner à 2 niveaux. La partie Flash Full I/O, où on va avoir des capacités à sortir des I/O pour faire de la data analyse, avec des protocoles des FAT multi-protocoles. On va générer du S3, du NFS, etc., même de l'HDFS, des choses comme ça, sur le même type de volumétrie. Donc en termes de flexibilité côté applicatif, c'est incroyable. Vous pouvez avoir un module applicatif qui parle en S3 et derrière faire du Spark avec de l'HDFS sur la même donnée. C'est juste fou. C'est pour ça qu'on leur fait confiance sur tout ça, parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils étaient super compétents sur cette partie-là. Donc on implémente aujourd'hui 2 types de stockage, les 9920 qui sont des full flash I/O comme je disais, et les petites nouvelles, les 9546 qui vont faire du S3 capacitif en hybride, donc pour faire du stockage large, etc., mettre de la donnée de côté, etc. On fournit au sein de la plateforme la capacité de rajouter du tooling pour faire du big data, etc. Des technologies comme Amundsen, Neo4j, Trino et des choses comme ça. C'est des choses qu'on monte avec vous par rapport à ce que vous avez besoin. Si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, on a aussi cette compétence d'accompagnement et d'explication de pourquoi cette technologie est intéressante, etc. Je donnais un cas précis. On avait des gens qui font du dépôt SFTP, vous savez, truc très basique. C'est de l'XML qu'ils mettent dans leur SFTP. Et en fait, ils se disaient, ouais, il faudrait qu'on aille récupérer ce XML pour pouvoir la mettre dans une base de données. Je leur dis, bah, attendez, mettez du Trino. Parce que le SFTP va dans du S3, on analyse ça, et en fait, vous faites vos requêtes SQL directement sur le Trino, et lui, il va aller chercher les données dans le S3. Et d'un coup, en fait, ils font des requêtes SQL sur des sources de données non structurées XML dans du S3, et ça marche. Donc, en gros, voilà ce que peut être les outils de Big Data, notre compétence à vous emmener des briques technologiques qu'on ne développe pas nous, hein, mais qu'on maîtrise, parce qu'on connaît, on a déjà eu des use cases, etc. Et pour simplifier les process. Je voulais rajouter un petit point là-dessus. On a bien sûr d'autres technologies Huawei qui sont accolées à toute notre partie stockage. Je ne vais pas trop aller dans le détail. Ce qu'on voulait montrer ici, c'est ces matériels-là qui nous ouvrent des nouvelles portes en termes de stockage large, en termes de capacité à étendre, etc., etc. Le dernier sujet que je voulais aborder par rapport à la technologie, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Peut-être certains en ont entendu parler. Si je vous parle de RAG, est-ce que ça parle à tout le monde ou est-ce que j'explique ? Alors le RAG. Donc le RAG, en fait, c'est quand vous avez un modèle de langage. Le modèle de langage, il a été entraîné sur des données. Ces données qui sont statiques. Elles sont arrêtées à un point. Et c'est au-delà de ce point, le modèle n'est pas capable de connaître des nouvelles données qui auraient été générées. Donc on a 2 moyens de pallier à ce problème. Le premier, c'est de réentraîner un nouveau modèle sur des nouvelles données, de rajouter les données. Et le deuxième moyen, c'est de faire du RAG, c'est-à-dire, en gros, d'aller surcharger le contexte de la question qu'on va poser au modèle pour que celui-ci prenne en compte ces nouvelles données dans sa réflexion. Un modèle de langage standard, lui, il va avoir cette capacité de réfléchir à la réponse qu'il va nous donner. Et pour faire cela, en fait, il va avoir besoin d'une chose, sa base de connaissances, sa connaissance compressée qui est dans le modèle, et deuxièmement, de savoir le contexte dans lequel il doit répondre, c'est-à-dire comment je dois présenter ma réponse. Si on lui donne de la donnée à ce niveau-là, en fait, il va la prendre en compte comme étant quelque chose de réel. C'est là où donc, on a intérêt à faire du RAG, dans le sens où, de façon très rapide, très flexible, parce qu'on peut aller alimenter ce contexte quasiment en instantané. On va aller surcharger des modèles de langage qui pourraient être sur des données plus anciennes, ou même des données privées, parce que d'un coup, il n'a jamais été entraîné sur des données privées, ce modèle-là, et répondre à une problématique métier très précise. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un use case, on a des CV, on doit prendre le meilleur candidat pour une question, le modèle, il ne connaît pas vos candidats, il n'a jamais été entraîné sur les données de CV. C'est possible à être fait, ça peut être fait, d'accord ? Ce n'est pas les mêmes tarifs, donc en fonction de ce qu'on a besoin d'atteindre et par rapport à un rapport qualité-prix, enfin en tout cas performance-prix de ce qu'on veut faire, soit on va entraîner un modèle qui peut coûter cher, mais qui peut avoir des incidences en termes de performance bien meilleures, soit on va passer par ces technologies-là. Et nous, on veut imaginer ça
dans un modèle entreprise grade. C'est-à-dire, en gros, avoir quand même des performances suffisantes pour aller indexer cette donnée. Parce que la donnée à ingérer dans le modèle, elle n'est pas ingérée comme ça. Elle est d'abord vectorisée, donc on va en créer une matrice de ces données-là. Et le modèle, après, va faire une recherche dans ces données-là pour savoir d'abord quelle est la meilleure donnée qui correspond à ma question, pour pouvoir répondre pas n'importe quoi. Et donc, on travaille avec Huawei sur ces nouvelles appliances, les A800, sur cette partie-là, c'est-à-dire la partie de vectorisation. C'est-à-dire, on prend vos données, vous avez 2 pétas de données, on prend vos données, on les met dans ces machines-là, on va les vectoriser complètement, et ensuite, on accole un modèle de langage devant, et on va contextualiser à travers ça. Donc, que ce soit pour des grands ensembles de données, bien sûr non structurées, ou pas d'ailleurs, ça peut être des bases de données Postgre ou des choses comme ça, hein, ça peut venir d'un peu de n'importe où. On va générer ces bases de vectoriels et on va les mettre à dispo des modèles. Ce qui est super intéressant, c'est que d'un coup, ces appliances-là, elles sont spécialisées dans ça. Elles utilisent des DPU, donc des processeurs qui sont spécialisés dans le traitement de données, qui permettent de multiplier par 10 ou 20 le traitement de grands ensembles de données, comme des données de SI par exemple, au sein d'un ensemble. Et en plus, on fait ça de façon multitenante. Le but, c'est que l'hébergeur, il n'est pas spécialement la donnée. Ça ne nous sert à rien d'avoir une copie de vos données. Ce qu'on a besoin, c'est des bases de données vectorielles. Mais pour ça, on a besoin, à un moment donné, de l'ingérer, cette donnée, de la traiter et de vous la redonner. Et en fait, c'est sur ça qu'on travaille avec Huawei, sur cette technologie-là. Voilà. Merci pour tous. Merci à tous, pardon. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Non, pas de questions. C'était clair alors, trop bien. Oui, les questions vont venir après. Okay. On a une autre question qui sera plus orientée pour Florent. Concernant la plateforme iFlow, donc d'Oster, est-ce qu'elle pourra rivaliser, comment pourra-t-elle rivaliser, par exemple, avec les applications d'OpenIA ou de DeepSeek en termes de rapidité de calcul, en termes de largeur de modèle, en termes d'efficacité? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'en fait, l'approche d'Oster à ce niveau-là n'est pas d'être concurrent de ces plateformes-là. En ce qu'il en est de faire fonctionner ces modèles, il n'y a pas de réalité complexe. En vrai, on a l'impression que derrière un OpenAI ou un DeepSeek ou un Anthropic ou n'importe quoi, il y a des ressources phénoménales. Oui, il y a des ressources phénoménales pour calculer les modèles, pas pour les utiliser. Les ressources pour les utiliser sont beaucoup plus à taille humaine, on va dire, je sais pas. Donc l'enjeu pour l'IA, au sens d'un pays par exemple, est d'avoir, comme l'expliquait Vincent, c'est d'avoir des data centers, d'avoir énormément de ressources physiques, mais c'est avant tout pour générer ces modèles, pas pour simplement les utiliser après coup. Oster se place comme un player qui va donc avoir des jobs qu'on appelle d'inférence, donc du calcul, de l'utilisation de ces modèles. Et là, les ressources sont tout à fait possibles. Voilà, on est capable de fournir ces ressources-là jusqu'à un certain niveau. Mais en fait, le niveau ne dépend que de l'investissement que peut faire le client au niveau de tel ou tel modèle. Et il y a aussi une chose que moi j'aime bien mettre en avant, c'est qu'on a toujours l'impression que les super gros modèles de fou avec des super grosses ressources de fou vont rendre les meilleurs services. En fait, ça dépend énormément du use case. C'est pour ça que j'expliquais que notre priorité à nous, c'était de bien comprendre le use case et de mettre les meilleures ressources au sein des actions de chaque use case. Comme j'expliquais, on a des clients qui ont ont besoin de modèles particulièrement performants, par exemple pour faire de la computer vision, de l'analyse de documents, etc., etc. Et à côté de ça, ils vont avoir d'autres besoins qui vont être des besoins d'agents basiques d'IA, qui sont des agents qui vont leur permettre de lire dans une documentation et d'aller interagir avec un opérateur pour lui donner l'information de façon plus rapide. Mais ça, en fait, on n'a pas besoin de modèles absolument incroyables pour répondre à ces problématiques-là. Donc nous, on va fournir des briques qui sont taillées par rapport à ces use cases. En tout cas, on essaye de fournir les meilleures briques taillées par rapport à ces use cases, tout en prenant en considération le coût de chaque brique. Si un client a une possibilité d'aligner un serveur avec 8 GPU H100, bien évidemment, il aura beaucoup plus de puissance de calcul que dans une petite instance M4 ou L4, etc. Bon, là, je parle un peu technique, mais en soi, peut-être que le use case ne nécessite pas
pas d'avoir 8 GPU à 100 pour être fonctionnel, être rentable et être économiquement viable et rendre les meilleurs services. Donc en fait, nous, notre enjeu, c'est ça. Pouvoir fournir n'importe quel type de briques sous n'importe quel type de forme. Et à partir de là, être capable de rivaliser avec un DeepSeek, avec un OpenAI, etc. Alors, il y a des exceptions, on est bien d'accord. Il y a des modèles sur lesquels on n'a pas accès, parce que nous, on travaille qu'avec des modèles open source, et donc on ne fabrique pas des modèles. Enfin, je veux dire, on n'est pas avec Celeria, mais justement, c'est pas notre vocation, et comme je disais, c'est pas notre rôle dans cette chaîne de fonctionnement. Nous, on doit simplement mettre à disposition des ressources. Est-ce que Hoster est capable de mettre à disposition des ressources? Pour les clients qui nous connaissent, oui, on est capable. Voilà. Merci Florent.